Donc j'espère que vous avez tous bien déjeuné. Vous avez vu que le thème de cette session, c'était la nutrition, mais pas seulement la nutrition. On va parler aussi de comportement alimentaire. Et c'est un plaisir pour moi d'appeler le docteur Pascal Chavat-Palmer qui va débuter cette session en nous parlant des interactions fœto-maternelles, de l'impact de la nutrition maternelle sur la santé et la fertilité. On vous avait fait un peu peur mercredi après-midi en vous parlant de l'aspect transgénérationnel des pesticides. Vous allez voir qu'on continue ce matin. Merci Pascal. Non. Ça va venir, je pense. Ça va venir ? Voilà, c'est bon, ça marche. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je vais vous parler des interactions fœto-maternelles, mais elles sont tellement importantes que j'ai décidé aujourd'hui de me centrer sur tout ce qui se passait, les interactions au niveau périconceptionnel et les influences sur la fertilité. Et puis en revoyant mon topo et au cours de ces 2 jours, je me suis dit finalement je vais parler beaucoup d'animaux. Alors je pense que je vais être très exotique et je pourrais rajouter que c'est une histoire d'animaux. Alors là, on parle de programmation fœtale avec des périodes critiques du développement où la nutrition joue un rôle très important. Et ça a vraiment été mis au point. Enfin, les premières découvertes à ce propos ont été faites par le professeur McCance à Cambridge, qui travaillait sur des porcelets et qui les nourrissait les sous-nourrissait à des périodes critiques et qui obtenait donc des développements qui étaient très très différents, et puis le phénotype des animaux ensuite restait jusqu'à l'âge adulte. C'est ensuite par le travail de Nick Hales et de David Barker au début des années 90 qu'on a commencé à parler de plus en plus de la programmation fœtale, avec ici comme exemple, alors j'ai pas de pointeur, mais une étude qui montrait que selon le poids à la naissance sur une population d'au-delà de 50 ans, eh bien les enfants qui faisaient moins de 5,5 pounds, donc un peu moins autour de 2,5 kilos à terme, étaient ceux qui à l'âge adulte avaient le plus de risques de développer un diabète ou une intolérance au glucose, contrairement sur la droite à ceux qui étaient beaucoup plus gros à la naissance. Donc Barker a continué à travailler dans ce domaine. On a entendu parler de l'hypothèse de Barker qui a mis du temps à être acceptée, qui sous-entend qu'une malnutrition maternelle ou une anomalie placentaire entraîne une restriction de la croissance fœtale. Cette restriction de la croissance fœtale à des périodes clés du développement fœtal va entraîner une altération de la structure ou une fonction altérée de certains organes, comme le pancréas, le muscle, le développement des adipocytes, le rein, le foie. Et donc les enfants vont naître partiellement, pour certains, donc avec un retard de croissance intra-utérin. Ils vont se développer relativement normalement, mais à l'âge adulte, avec une nourriture abondante, de l'obésité, du vieillissement, on voit apparaître des dysfonctionnements métaboliques, un diabète de type 2 et donc de l'hypertension et un syndrome métabolique. Ça y est, merci. Ce qui a vraiment fait avancer les choses sur l'hypothèse de Barker, ça a été un nombre d'études très très important sur la famine hollandaise. Ici, j'en cite que certains. À la fin, il y a un nombre très limité de gens, donc on peut parfois critiquer l'épidémiologie de ces données, mais voilà un petit peu ce qui s'est passé en Hollande. Donc, il y a eu une famine à Amsterdam entre octobre 44 et juillet 45, avec une diminution très importante de l'apport énergétique de la population qui était dans Amsterdam. Il y a eu un blocus allemand, puis après il y a eu un hiver très très froid, et donc tous les canaux étaient gelés, donc il n'y avait pas d'approvisionnement. Les gens qui étaient présents à Amsterdam durant cette famine, il y avait des femmes qui étaient enceintes, certaines donc ont été atteintes durant le premier trimestre par la famine, d'autres durant le deuxième, durant le troisième. Et les enfants issus de ces femmes ont été étudiés. On a surtout un phénotype de maladie cardiovasculaire et d'obésité lorsque les enfants, les fœtus étaient au premier trimestre de la grossesse pendant la famine, alors qu'il n'y a pas de retard de croissance intra-utérin. C'est pour ça que je vous dis que le retard de croissance intra-utérin n'est pas forcément le critère le plus important. Lorsque les femmes étaient enceintes plutôt au deuxième trimestre, on a plutôt de l'hypertension, et au troisième trimestre, plutôt des anomalies du métabolisme du glucose et de diabète.
Alors, on n'a pas constaté d'effet vraiment réel sur la fertilité. Alors, les études parfois se contredisent, mais par contre, il y avait un poids réduit des enfants de ces femmes à la naissance. Ah, tac. Donc, la théorie de Barker est devenue la théorie de Fetal Origins or Developmental Origins of Human Adult Diseases, donc DOHAD, et la théorie a été développée de nouveau par Peter Gluckman, donc en Nouvelle-Zélande, qui montre que l'enfant est le produit bien sûr de son génotype, mais que l'environnement anténatal va agir sur l'organogénèse, ça c'était déjà l'hypothèse de Barker, mais aussi sur les aspects épigénétiques, donc d'expression des gènes au niveau de ce fœtus, ce qui va donner un phénotype néonatal qui va lui-même être influencé par l'environnement postnatal, donnant un phénotype adulte qui peut entraîner des risques de pathologie. Comment est-ce que ces risques de pathologie augmentent? Eh bien ici, donc sur un schéma assez simple, le développement du fœtus, optimal ou restreint. Ici, le développement de l'adulte, donc de la possibilité donc très restreint ou avec beaucoup de nourriture. Et si on a été développé de façon optimale, eh bien on s'adapte à peu près à une grande variabilité de l'apport nutritionnel. L'idée de Gluckman, c'est que le fœtus, s'il est dans un environnement restreint, va s'adapter pour la vie postnatale à un environnement restreint, et que face à un environnement qui ne correspond pas à cet environnement anténatal, eh bien, va développer des pathologies. Alors, bien sûr, voilà, on a des études épidémiologiques et les études scientifiques mécanistiques ne peuvent être faites que sur les animaux. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on sait. Donc, moi, je travaille sur les ruminants et les animaux domestiques. Donc, je vais vous parler surtout des espèces sur lesquelles je travaille. Donc, avec une fertilisation ici chez la vache à J0, l'entrée dans l'utérus à 5 jours, le stade blastocyste à 7 jours, et contrairement chez les ruminants, contrairement aux humains, l'implantation a lieu beaucoup plus tard, à 19-20 jours, ce qui nous permet d'aller jouer avec différents paramètres, et puis une gestation qui est aussi longue que la femme. Mais on va surtout, après, je vais surtout vous donner des données sur le mouton. On commence par le rat avec une étude pionnière sur l'effet périconceptionnel. C'est une étude qui sort du laboratoire de Tom Fleming à Southampton, qui était sur des rats. Donc les rats ont été sous-nourris avec un régime en fait pauvre en protéines, c'est-à-dire isocalorique mais pauvre en protéines, durant la période périconceptionnelle, donc avant l'implantation. L'implantation est à 4,25 jours chez le rat, donc les animaux ont été soumis à ce régime avant. Et puis juste de 0 à 4,25, et ensuite ils ont été nourris normalement. Alors, ce qui se passe, c'est que le ratio mâle-femelle est donc ici 18% de caséine, 9% de caséine. Le ratio mâle-femelle est normal, les poids à la naissance étaient normaux. Et puis, lorsque ces animaux ont été suivis dans la vie postnatale, eh bien, on s'aperçoit que les animaux issus du groupe 9% de caséine, eh bien, deviennent plus gros, que ce soit les mâles ou les femelles, mais encore plus les femelles, que les animaux dont les mères ont été nourries correctement. Alors, en plus, ces animaux développent des hypertensions. Une étude qui sort du même laboratoire, cette fois-ci sur la souris, qui a un peu décortiqué un peu plus le phénomène. De nouveau, le même système, 18% de caséine ou 9% de caséine, donc on joue uniquement sur les protéines. Le premier groupe en bleu donc est nourri normalement toute la gestation. Le deuxième groupe en rose est nourri avec un régime pauvre en caséine toute la gestation. Et le troisième groupe est sous-nourri uniquement dans la période périconceptionnelle préimplantatoire. On a un effet sur les mâles et sur les femelles. Ici, donc, le poids à la naissance, pas significatif chez les mâles, alors que chez les femelles, eh bien, à la naissance, les femelles uniquement issues du groupe sous-nourri durant la période périimplantatoire, sont plus grosses, sont plus lourdes, on va dire. Et puis ici, on voit les courbes de croissance et on voit que le poids des femelles, eh bien, est plus élevé dans ce groupe et plus élevé aussi que le groupe sous-nourri durant toute la gestation.
Alors l'intérêt de cet article, ici on voit donc le poids total à 17 jours, donc quasiment à la mise bas, et le conceptus entier est plus gros chez le groupe sous-nourri durant le début de la gestation. Et ce qu'on voit au niveau du sac vitellin, c'est qu'on a des vésicules d'endocytose, ici dans la situation normale, ici dans la situation donc sous-nourrie en début de gestation, qui sont très importantes. Donc dès le début du développement, on a une adaptation de l'embryon qui va influencer le développement de l'animal jusqu'à l'âge adulte. Alors, chez les ruminants, donc avec des temps de gestation longs, parce que dans les modèles petits animaux, eh bien ça se télescope avec des temps de gestation très courts. On a aussi des données, donc chez le mouton, où une sous-nutrition périconceptionnelle entraîne une activation de l'axe hypothalamo-hypophysaire, des problèmes cardiovasculaires, et chez la vache aussi, une sous-nutrition protéique en début de gestation entraîne une altération du développement placentaire. Alors si on en vient donc à mon sujet initial qui était le développement de la fertilité, eh bien on voit que, en tout cas chez le mouton ici, c'est mis en pourcentage de gestation pour pouvoir comparer. À 18% de gestation, on a la différenciation gonadique. Donc si on va agir plus tôt, on n'a pas encore de différenciation gonadique. 24% formation des ovogonies, arrivée des neurones à GnRH. 55% le GnRH apparaît, on a les follicules primordiaux, une sécrétion pulsatile de LH, puis les follicules primaires arrivent, donc pour arriver à la naissance un petit peu plus tard. Alors, afin d'étudier l'effet sur la fertilité, il y a eu pas mal d'études, ici une étude assez ancienne, où des brebis ont été cette fois-ci supplémentées. Puisqu'en fait, la problématique dans l'élevage, c'est plutôt qu'on veut que la fertilité soit meilleure. Donc cette étude ici était sur la supplémentation d'animaux, soit durant la période, les 100 derniers jours de la gestation est de 145 jours chez la brebis, soit durant les 100 premiers jours de la lactation, et puis un groupe contrôle, un témoin, où les animaux étaient nourris normalement. Et puis, on a regardé la reproduction des agnelles pendant 3 portées consécutives. Et alors sur ces 3 années, donc les agnelles qui ont été analysées, ici on a la proportion d'agnelles produisant des singletons, donc chez la brebis on peut avoir des simples, des doubles ou des triples. Eh bien la proportion qui produit des singletons est plus importante chez le groupe témoin, et donc elle est moins élevée chez les groupes surnourris, que ce soit durant la lactation ou durant la gestation, ce qui veut dire que la production de jeunes est plus importante, donc avec plus d'agneaux produits. De nouveau, une autre étude a montré que, donc pareil, de nouveau pour la production animale, on va utiliser des agneaux immatures sur lesquels on va prélever les ovocytes pour faire de la FIV très précocement. Et lorsqu'on surnourrit les brebis de la moitié à la fin de la gestation, on a une augmentation de la qualité des ovocytes qui vont être utilisés pour ces expérimentations. Alors maintenant, on va passer à la sous-nutrition, toujours sur notre modèle de mouton, avec un schéma de recherche assez compliqué. Donc une sous-nutrition qui va avoir lieu soit entre 0 et 30 jours, c'est-à-dire avant la différenciation des gonades, soit une sous-nutrition qui va avoir lieu entre la différenciation des gonades et la méiose. Et puis la troisième partie, c'est de la méiose à la folliculogénèse. Et donc c'est soit on couvre les besoins, le régime haut, soit le régime low, qui est les 50% des besoins. Et on a toutes les combinaisons, HHH, LLL, etc. Donc, à 50 jours de gestation, donc on n'a que les groupes HH ou LH, la masse fœtale est exactement la même. Cependant, dès ce moment, à la fois dans les 2 groupes qui ont été sous-nourris dans la deuxième partie et dans le groupe, d'autant plus dans le groupe qui est sous-nourri tout le temps, on a une diminution de la taille du poids de l'ovaire. Lorsqu'on regarde à 65 jours au niveau de la méiose, le nombre au niveau des cellules germinales, le nombre de cellules germinales est le même dans tous les groupes. En revanche, au niveau de la méiose, eh bien, en fait, on a un retard au niveau du groupe LL, donc sous-nourri dans les 2 premières périodes, par rapport aux autres qui ont déjà complété beaucoup plus la méiose. Et puis, à 110 jours, donc on arrive à plus des 2 tiers de la gestation,
on a une réduction significative du nombre de follicules au-delà du stade primordial chez tous les groupes qui étaient dans la partie sous-nourrie. Alors cette étude est très intéressante, mais personne jusqu'ici n'a regardé l'effet postnatal sur la fertilité. Est-ce que ça affecte vraiment la fertilité? Alors les gènes qui peuvent être mis en cause, ils ont été décrits chez la brebis, hein, donc on a tous les gènes qui sont mis qui jouent un rôle dans le développement de l'ovaire. Mais donc je vous ai dit qu'on n'avait pas regardé sur la fertilité, on n'avait regardé que sur les femelles. Il y a eu ensuite une deuxième étude par le même groupe, toujours les besoins couverts ou 50% des besoins, cette fois-ci de 0 à 95 jours de gestation. Et donc, ils n'ont trouvé aucun effet sur le poids testiculaire ni sur la fertilité des mâles. Par contre, ils ont trouvé un taux d'ovulation qui était diminué chez les femelles. Alors nous, on s'est dit, c'est bien, mais cette étude précédente, elle couvre une période très longue. Et ce qu'on voudrait savoir, c'est qu'est-ce qui se passe si on sous-nourrit uniquement dans la période qui précède la différenciation gonadique. Donc on a lancé une étude. Alors bien sûr, ce genre d'étude, c'est sur plusieurs années, donc je vous donne juste les premiers résultats qui ne sont pas encore publiés. Donc on a pris le même schéma, normal ou bas. On a sous-nourri de moins 15 jours, donc on a la croissance folliculaire à plus 30 jours de gestation chez les brebis. Et donc, on n'a eu aucun effet sur la fertilité de la mère, sur la durée de la gestation, ce qui est un peu en contraste par rapport à ce que je vous ai montré au début avec un effet. Il y avait un papier qui montrait un effet sur la maturation de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et donc, des prématurités. Nous, on n'a eu aucune prématurité avec du 50% de réduction de l'alimentation au niveau quantitatif. Pas d'effet sur le poids à la naissance. Pas d'effet sur la taille d'apportée, pas d'effet sur la taille des testicules à 4 mois sur les mâles, mais donc les mâles ont été déjà autopsiés et on a une augmentation du poids des surrénales et une augmentation de la quantité de gras. Donc les dosages de cortisol sont en cours et puis on va suivre les femelles sur plusieurs générations et donc aller voir l'effet sur la fertilité. Je vous ai parlé tout à l'heure que ces mécanismes pouvaient être dus donc à des altérations de l'organogénèse, mais aussi à des mécanismes épigénétiques. Et en particulier, l'un des mécanismes les plus connus, c'est la méthylation au niveau de la double hélice d'ADN. Et donc, il y a une étude récente qui est sortie avec une restriction en vitamine B12. Et la vitamine B12, donc, il y a des donneurs de méthyle. Et donc, une restriction qui a été faite chez des donneuses d'embryons. Donc le transfert d'embryons se fait à J7, J6, J7 chez la brebis. Donc seulement les donneuses d'embryons ont été sous-nourries. Donc de nouveau, on n'a eu aucun effet sur l'implantation des embryons, la durée de gestation de la mère, pas d'effet sur le poids à la naissance, pas d'effet sur la taille de portée, mais à l'âge adulte, des effets sur la fonction immunitaire, l'adiposité qui était augmentée, la tolérance au glucose. Donc on se retrouve dans un phénotype qui ressemble un petit peu à ce que Barker décrit dans les études épidémiologiques. Et donc ils ont été regarder les niveaux de méthylation dans le foie. Les niveaux de méthylation dans le foie sont augmentés au niveau de ces animaux. Donc, je continue à aller sur les ovocytes, les ovocytes que nous on utilise de façon courante. Donc, vous savez que pour le clonage, on va utiliser un noyau issu d'une cellule somatique. Par contre, on va aller récupérer des ovaires qu'on va énucléer, des ovocytes qu'on va énucléer pour faire les clones. Et il a été maintenant montré que les anomalies liées au clonage, qui sont nombreuses durant la gestation, sont beaucoup plus importantes lorsque les ovocytes qu'on utilise proviennent de brebis qui ont été sous-nourris. Donc il s'agit vraiment d'un aspect cytoplasmique, et que le potentiel de développement en FIV est réduit lorsque des ovocytes proviennent de brebis sous-nourries. De nouveau, la même équipe de Tom Fleming à Southampton a aussi essayé un régime hypoprotéique, donc chez la souris, uniquement durant la croissance folliculaire, c'est-à-dire 3,5 jours avant la mise à la reproduction des souris. Ensuite, elles ont été nourries normalement. Et donc, à l'âge adulte, chez la descendance, on note des comportements anxieux et des anomalies cardiovasculaires. Donc, on a vraiment une influence de la qualité de l'ovocyte sur le développement postnatal à l'âge adulte. Alors, moi, j'aime bien le lapin, donc on change encore de modèle. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une histoire d'animaux.
Et on utilise le lapin en particulier parce que c'est un très bon modèle pour le métabolisme des lipides et que la placentation est hémocoriale comme pour l'homme. On a fait une expérience où on a utilisé deux régimes. Un régime enrichi en lipides, 7,7%, c'est pas énorme, mais c'est le maximum qu'on peut faire pour avoir des croquettes suffisantes, et 0,2% de cholestérol, donc pas des grandes, grosses concentrations, qu'on a donné de la puberté jusqu'au sevrage ou de la gestation jusqu'au sevrage. Je vais aller vite puisque donc ici on a avant la puberté, les animaux sont mis à la saillie, ils sont échographiés, ce qui nous permet d'aller voir la croissance des fétales. On fait des adoptions croisées et puis on va les examiner après la lactation. Dans la première expérience, on commence bien avant la puberté. Dans la deuxième expérience, on commence juste à la gestation. Alors, ce qui a été vraiment frappant, c'est qu'on a des effets quasiment que dans le traitement 1, c'est-à-dire quand les animaux sont nourris très tôt. Et on a un retard de croissance intra-utérin très important. Un poids à la naissance qui est diminué, et des animaux, ici dans les deux groupes issus d'animaux traités, quelle que soit la lactation, qui deviennent obèses, alors qu'ils sont nourris avec un régime normal en postnatal. Donc on a vraiment un effet d'âge clé au niveau de cette croissance folliculaire et de cette croissance ovocytaire. Donc pour terminer, eh bien, finalement, on va avoir un effet du développement fœtal maternel sur la différenciation gonadique et l'ovogénèse. On va avoir des effets du régime maternel sur la maturation ovocytaire périconceptionnelle. Le régime maternel va influer sur le statut endocrine métabolique, sur le milieu de l'oviducte, sur donc le développement de l'embryon. Et dès ce moment-là, on va avoir des effets épigénétiques et sur le métabolisme. Et puis, on va avoir ensuite une modulation qui va être par l'environnement utérin, les flux sanguins qui vont agir sur les échanges transplacentaires et les adaptations fœtales. Alors comment ça peut être transcrit? Eh bien probablement par des marquages épigénétiques. Et je vous rappelle que eh bien, ici sont les niveaux de méthylation dans les gonades, dans les cellules germinales qui sont très bas. Puis lorsque l'ovocyte et le spermatozoïde se développent, la méthylation augmente. Au niveau du stade zygote, on a une déméthylation jusqu'au stade blastocyste, puis une reméthylation qui va être différentielle entre le placenta et les cellules somatiques. Et donc on va avoir, cette période est vraiment une période clé pour les phénomènes épigénétiques de l'embryon, et donc peut même avoir des rôles sur des développements d'autres organes. Alors simplement, j'ai été regarder les photos de Louise Brown. Vous voyez que Louise Brown, le super bébé, bien maintenant c'est une dame qui est quand même assez bien en chair. Et il faut savoir peut-être un petit peu se poser des questions sur l'influence de toutes les pratiques qu'on peut avoir sur le développement à l'âge adulte des gens qu'on traite. Voilà, je vous remercie. Un très grand merci pour cet exposé absolument passionnant. Je voudrais commencer par une question. Le syndrome métabolique chez l'humain, c'est quelque chose qui augmente de plus en plus. Je crois qu'aux États-Unis, c'est 27% de la population qui est concernée. C'est tout à fait en relation avec ce que vous nous avez exposé. Et au niveau de nos pratiques, nous, en fécondation in vitro, pensez-vous que les conditions de culture de nos embryons in vitro, pensez-vous en particulier que la culture prolongée puisse avoir des effets ensuite? Alors, je ne suis pas médecin, donc je parle avec mon expérience de vétérinaire et de responsable de la FIV, mes bovines. On a eu d'énormes problèmes avec la fécondation in vitro chez les bovins, où on a un syndrome qui s'appelle le syndrome du gros veau, donc qui fait des excès de taille, des problèmes placentaires, qu'on a pu attribuer à l'utilisation de sérum dans nos milieux, donc on a retiré le sérum. Donc on peut... En changeant nos milieux et en arrivant à des SOF, on a quasiment éliminé le syndrome du gros veau chez nos animaux. J'ai récemment parlé la semaine dernière avec quelqu'un qui s'amuse à jouer avec les taux de BSA dans les milieux de culture d'embryons ovins et qui recrée le syndrome du gros veau quand elle augmente sa BSA.
sur les agneaux. Donc il y a des influences. Pour les cultures prolongées, il est vrai que j'ai décidé volontairement de vous parler que de la nutrition. Chez les embryons de moutons, il a été montré que plus le temps de culture est long, plus on a des chances, oui, d'avoir des effets en termes de syndrome du gros agneau. Donc nous, on aurait tendance à dire plus les temps de culture sont courts, mieux c'est. Il y a des questions, je suis sûre, dans la salle? Non. Temps pour 2 questions. Pas de questions? Moi, j'en ai encore une. Vous nous avez parlé du rôle des protéines, oui, des vitamines du groupe B, des lipides, des acides gras. Alors, selon vous, quel est le régime le meilleur que vous puissiez conseiller à une femme enceinte, enfin, ou à une lapine enceinte, je ne sais pas, pour produire de beaux petits? Est-ce qu'il y a des conseils pratiques à donner pendant la grossesse? Je dirais que bon, il faut manger équilibré. En fait, il faut surtout pas être sous-nourri. Il y a une étude par le groupe de John Chalice à Toronto, mais qui n'est sortie que sous forme d'abstract, et ça m'embête parce que j'attends qu'elle sorte et je la vois toujours pas sortir. C'était en 2005 ou en 2006, ils ont sorti un abstract où ils n'ont fait que demander aux dames qui étaient enceintes, qui rentraient à la maternité, est-ce que, bon, comme vous saviez que vous étiez enceinte, vous avez fait un petit régime pour savoir, parce que vous vous êtes dit, bon, je ne faudrait pas prendre trop de poids. Et donc, ils avaient un tiers des dames qui avaient dit, bah oui, au début, je fais quand même bien attention. Et la seule chose qu'ils avaient fait sur cet abstract, c'est qu'ils avaient été regarder les taux de cortisol sur les enfants à la naissance, et les taux de cortisol étaient plus élevés statistiquement sur les femmes qui avaient dit, ah bah oui, j'ai fait un petit régime. Donc il y a des effets. Donc je vous dirais, et une des questions que je me pose, c'est en particulier par rapport à des femmes obèses, qui viennent pour de la fécondation in vitro. Faut-il les faire vraiment maigrir ou non? Est-ce que le fait qu'elles vont être en déficit nutritionnel va pas faire avoir d'autres effets qu'on n'appréhende pas? J'ai pas de réponse, ce sont des questions que je pose. Mais c'est très intéressant puisqu'on aura une oratrice qui va essayer de répondre un petit peu à cette question tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Attendez 2 secondes, il y avait des questions. Nous, on n'a rien observé. Voilà. On n'a absolument rien observé. Il y a des études chez les cervidés où selon les hivers qui soient sévères ou non, on a une modification du sexe ratio. Mais non, chez nos animaux domestiques, c'est pas quelque chose qu'on a cherché. Et on n'a rien observé. C'est quelque chose on s'aperçoit qu'il y a des effets différents entre les mâles et les femelles, mais par contre, on n'a pas observé d'effet sur le sexe ratio. Dernière question, Jacques. En FIV humaine, on a plutôt l'impression qu'on est confronté à des problèmes de trop petits poids que de gros poids. Ce qui, semble-t-il, est différent un peu de votre expérience chez l'animal. Alors, premièrement, comment vous pouvez l'expliquer? Deuxièmement, c'est vrai qu'on n'a pas regardé pour l'instant s'il y avait des différences de poids entre les enfants qui avaient été conçus après les transferts de blasto et avec des transferts d'embryons. Ce serait peut-être une question intéressante à regarder. J'ai 2 réponses à une seule question. La première réponse est que, selon l'hypothèse de Barker et selon tous les modèles animaux, un petit poids à la naissance va jouer un rôle sur le développement de l'adiposité, du syndrome métabolique à terme. Donc, on peut se poser la question sur les enfants issus de FIV. Deuxième chose, donc moi j'ai particulièrement étudié le syndrome du gros veau chez le clone. Et donc ces veaux sont énormes, la courbe de Gauss va sur la droite, ils ont aussi des très gros placentas. On a fait de la stériologie donc sur les placentas et on a fait des rapports fœtaux placentaires. Et en fait, si on s'en tient aux rapports fœtaux-placentaires, ces animaux devraient être encore plus gros qu'ils ne sont. Et en début de gestation, dans le premier trimestre, ils sont en retard de croissance intra-utérin. Donc je ne suis pas sûre que mes gros veaux ne soient pas des pseudo-IUGR qui se cachent. Voilà. Et alors ça fait toujours sursauter, mais finalement, ils devraient être encore plus gros s'ils étaient selon le poids de leur placenta. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était passionnant.